J-2 avant la présidentielle et les législatives au Rwanda. 10 millions d'électeurs seront appelés aux urnes lundi prochain. Le président Paul Kagame a tenu aujourd'hui son dernier grand meeting à Kigali. Le chef de l'État sortant est assuré d'être réélu pour un 4e mandat. Face à lui, 2 autres candidats aux moyens bien moins importants. L'indépendant Philippe Payimana et le député du Parti vert démocratique, seul véritable opposant à Paul Kagame, Frank Habineza, qui n'ont rassemblé tous les deux que moins d'1% des voix à la dernière élection présidentielle. On va rejoindre à Kigali tout de suite notre correspondant Clément Diroma. Bonsoir Clément. Je le disais, dernier grand meeting aujourd'hui pour Paul Kagame, dont le parti a véritablement dominé cette campagne, et pour un scrutin sans suspense. Autre rassemblement du jour, où vous étiez d'ailleurs, le meeting justement de Frank Habineza. Tout à fait, oui. Alors le président sortant, Paul Kagame, a choisi la capitale Kigali pour faire un grand rassemblement et son principal opposant, en fait le seul réel opposant, parce que Paul Kagame fait face à 2 candidats pour cette élection, les 2 mêmes qu'en 2017, et le seul qui a un parti d'opposition autorisé, c'est Frank Habineza du Parti vert. Il a aussi choisi la capitale pour son dernier jour de campagne, après 3 semaines à travers le pays, dans une trentaine de destinations, aussi un peu comme le président Paul Kagame, une trentaine de villes et villages. Frank Habineza a abordé des sujets assez importants pour le pays, notamment l'emploi chez les jeunes, le chômage chez les jeunes, les problèmes dans les secteurs de la justice, de l'agriculture, et puis surtout il a parlé des libertés individuelles pour les Rwandais, de la liberté d'expression, des libertés également démocratiques, des libertés politiques, et il faut savoir que ces meetings ont beaucoup moins rassemblé que ceux du président sortant Paul Kagame, réélu en 2017 avec presque 99% des voix, 98% de taux de participation également à l'époque. Alors Frank Habineza lui rassemblait quelques dizaines de personnes par site, peut-être quelques centaines voire quelques milliers maximum, mais pour le président sortant Paul Kagame, c'était des dizaines de milliers. Si on écoute son parti, le FPR, c'était des centaines de milliers qui étaient présents pour l'acclamer à chaque site pendant ces 3 dernières semaines. Une trentaine de sites au total où est passé le président pour saluer la population, pour évoquer également des sujets comme l'emploi, l'agriculture, la sécurité alimentaire. Et ces Rwandais l'ont acclamé. En fait, ça ressemblait moins à une campagne présidentielle ou à une campagne électorale qu'à une sorte de grande fête nationale pour célébrer le président et son parti. Clément, quel crédit donner à ce scrutin dans un contexte où, on le sait, l'opposition est largement muselée? Paul Kagame a par ailleurs été réélu la dernière fois à plus de 98% des voix. Peut-on encore parler de démocratie au Rwanda ? Alors, le président sortant, Paul Kagame, est en effet très critiqué, notamment par des ONG occidentales, par des ONG régionales ici aussi en Afrique. Ces critiques sont dirigées vers lui, vers l'État rwandais, et affirment qu'il ne laisse pas assez de liberté aux opposants, qu'il y a même une répression systématique de l'opposition. Pas dans le cas du Parti vert de Frank Habineza, en tout cas, qui a pu mener une campagne ces 3 dernières semaines. Il faut tout de même le souligner. Et d'ailleurs, le principal opposant dans le pays l'a souligné, mais ces ONG occidentales comme Human Rights Watch, comme Amnesty International soulignent le fait qu'il y a toujours des opposants en prison ici au Rwanda qui ont été jugés, qui sont en attente de jugement, des opposants en exil, et aussi des journalistes ou bien des youtubeurs d'opinion qui sont encore en prison ici à Kigali. Alors Paul Kagame, le président sortant, a répondu à ces critiques ces dernières semaines, ces derniers jours. C'est un sujet qu'il a abordé lors des derniers meetings, qu'il a abordé lors d'une conférence de presse avec la presse internationale dans l'après-midi ici pour clôturer sa campagne. Lui rejette le terme de dictateur et affirme que les critiques occidentales, que les ONG, que ses opposants ne comprennent pas la démocratie rwandaise, ne comprennent pas l'histoire du pays et son développement depuis 30 ans, depuis le génocide contre les Tutsis qu'il a arrêté avec le front, lui, Paul Kagame, arrêté avec le Front patriotique rwandais en 1994, et donc il rejette systématiquement ces critiques aujourd'hui. Concernant le crédit de l'élection, et ce sera mon dernier point, Paul Kagame et l'État rwandais ont invité environ un peu plus de 1000 observateurs qui seront présents dans les bureaux de vote à partir de lundi matin pour
contrôler le fait que ce scrutin se déroule sans problème, qu'il n'y ait pas de soucis majeurs, et ces observateurs sont un peu là pour être un gage du bon crédit de cette élection. Merci beaucoup Clément depuis Kigali. On en reparle ce soir avec l'invité d'Au cœur de l'info, Maria Malagardis, grand reporter et journaliste à Libération, par ailleurs auteur de Avant la nuit, paru cette année. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. On l'a rappelé, 24 ans déjà que Paul Kagame dirige le Rwanda. Ses détracteurs diront d'une main de fer. Il est en tout cas assuré aujourd'hui de rempiler pour un 4e mandat. Absolument. Je pense qu'il va faire un score absolument astronomique. Vous savez, je vais vous rappeler une petite anecdote. Il se trouve que j'ai couvert le génocide au Rwanda en 1994. Et 15 jours auparavant, j'étais en Afrique du Sud pour célébrer... une très bonne nouvelle, l'élection de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Donc je suis passée un peu de l'extraordinaire bonne nouvelle au gouffre de l'enfer qui était le génocide au Rwanda en l'espace de 10 jours. Le destin de ces deux pays, 30 ans après, est assez intéressant à comparer. Parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud. Sauf que l'ANC a été un désastre total. Le pays a été dans une déliquescence totale, la corruption a explosé, la criminalité a explosé. Johannesburg, qui, quand j'y étais en 1994, était présenté comme le New York de l'Afrique, est aujourd'hui une ville aux routes défoncées, polluée par les coupures d'électricité, par l'absence de services publics. Et malgré tout, l'ANC réussit quand même aux élections qui ont eu lieu il y a un mois à faire 40%. Alors tout le monde à l'époque s'est dit « Waouh, pour la première fois, elle n'a pas la majorité absolue, l'ANC ». Mais enfin, avec un tel bilan négatif, elle réussit quand même à faire 40%. Pour revenir au Rwanda. Mais pour revenir au Rwanda, quand vous libérez un pays, quand vous sauvez un pays, comme l'ANC a sauvé l'Afrique du Sud de l'apartheid, comme le FPR de Kagame a sauvé le pays du génocide bien seul alors que toute la communauté internationale était partie, vous aurez pendant longtemps une prime aux gagnants. L'avantage de Kagame, c'est qu'il a changé la vie des gens. C'est qu'on est passé de 2-3% d'électricité à une quasi-électricité partout, que tout le monde a l'assurance médicale, qu'il y a des dispensaires partout. Donc, si vous voulez, quand on compare le destin de ces deux mouvements de libération que sont l'ANC et le FPR, on se rend compte que déjà, il y a une prime aux gagnants qui jouera longtemps et qui joue aussi pour Kagame. Il est effectivement extrêmement populaire. Après, il est à chaque fois réélu avec plus de 98% des voix. Et il y a des tricheries. Pardon ? Est-ce qu'il y a des tricheries ? Je vous pose la question, je ne sais pas. Il y a des observateurs. Est-ce qu'on n'a jamais constaté des tricheries ? Alors, en tout cas, il y a une opposition qui est absente totalement. Face à lui, on le disait, seulement 2 candidats. Ils ont fait donc moins de 1% des voix lors de la dernière élection. Et seulement l'un d'entre eux, d'ailleurs, peut être qualifié véritablement d'opposants. Beaucoup d'autres opposants disent avoir été écartés de cette course. Qu'en est-il ? Alors, il y a beaucoup d'opposants qui se sont ralliés à sa candidature. À la faveur de... Si vous voulez... négociations à la fin du génocide, tous les partis d'opposition qui existaient avant le génocide ont été reconstitués. Tous ceux qui devaient faire partir du processus d'Arusha qui était prévu, qui a été interrompu par le génocide, donc le Parti libéral, le PSD, le MDR, tous ont été reconstitués. Ils ont, sur 11 partis d'opposition, 10 ont finalement suivi Kagame dans la présidentielle, mais se présentent en concurrent dans les législatives. Donc il y a des... Alors on peut considérer que c'est des partis fantoches. Historiquement, c'est des partis qui existaient bien avant le génocide. Donc il serait intéressant de les interroger là-dessus. Quand on parle des opposants qui ont été empêchés, alors, on parle par exemple de Victoire Ingabire, donc après une décision de justice en mars dernier sur la perte de ses droits civils, après une condamnation en 2013, mais il y a aussi Diane Rwigara, empêchée de participer elle aussi, elle n'a pas été condamnée. Ces candidates, en l'occurrence,
pouvait-elle véritablement défier Paul Kagame ? Je ne crois pas. Diane Rwigara a vu sa candidature recalée parce que apparemment elle n'avait pas présenté les bonnes pièces. C'est peut-être un prétexte, sauf que dans la conférence de presse qu'elle a fait, elle n'a pas exhibé les pièces correspondantes en affirmant qu'elle les avait présentées et que donc ça n'avait pas été le cas. Quant à Victorine Ingabire, elle me semble être plutôt une opposante du passé que de l'avenir. Il ne faut pas oublier que cette femme a été partie prenante de tous les groupements ralliant les génocidaires après le génocide. Bien sûr, elle n'était pas pendant le génocide au Rwanda, mais elle a été elle s'est alliée à toutes les forces génocidaires après le génocide pour constituer des groupes politiques. Elle a participé à des réunions, et c'est même les experts de l'ONU qui le disent, dès 2009, permettant d'envisager une riposte armée pour renverser le gouvernement. Elle a envoyé de l'argent via Western Union aux guérillas qui combattaient de l'autre côté de la frontière en RDC le gouvernement du Rwanda pendant plusieurs fois. Donc elle est arrivée au Rwanda en 2010 et la première chose qu'elle vient faire, c'est se présenter au mémorial de Gisozi en disant qu'il faudrait quand même penser aussi au génocide des Hutus. Je veux dire qu'elle est quelqu'un qui finalement semble suggérer et véhiculer cet ethnisme que le régime actuel depuis 1994 essaye d'annihiler en déclarant qu'il n'y a plus d'ethnie, qu'il n'y a plus de Tutsi, plus du tout. Donc je pense que c'est une... Je suis assez étonnée que les journalistes, quand ils évoquent son cas, quand ils l'interviewent, ne rappellent jamais le passé sulfureux de cette femme. Nous avons eu une élection en France récemment où on a découvert que des candidats députés RN avaient des liens avec des partis nazis, avec des partis extrémistes, et tout le monde a été stupéfait. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas, quand on interviewe sur RFI récemment encore Victoire Ingabire, on ne rappelle pas qui était cette femme avant le génocide, pendant le génocide et après le génocide. Il y a quand même une mauvaise foi qui interroge. Pour ce qui est des législatives, quasiment la même question. Le FPR, on l'a vu, a véritablement dominé cette campagne. Il n'y a que 2 députés d'opposition au sein du Parlement. Dans ce contexte, est-ce qu'on peut encore parler de démocratie au Rwanda ? Alors, il n'y a pas 2 députés d'opposition, puisqu'il y a tous les autres partis, dont le PL, le PSD, le MDR, etc., qui ont rallié, certes, la candidature de Kagame à la présidentielle, mais qui sont concurrents sur les législatives. Il faut savoir... Le Rwanda, en 1994, subit une déflagration. Un génocide avec 1 million de morts, dans lequel les partis politiques et les médias sont en première ligne. Les partis politiques, dès 1993, sont tous divisés en 2, en une tendance que je dirais d'extrême droite xénophobe et une autre qui est démocrate. La tendance d'extrême droite xénophobe va jouer un rôle actif d'appel au meurtre des Tutsis pendant le génocide et même avant. Vous ne pouvez pas faire table rase et considérer que c'est open bar et qu'on repart comme si c'était une démocratie normale après une telle déflagration. Donc les Rwandais, les partis politiques rwandais, dès 1997, se sont réunis à Byumba pour décider, et il y avait aussi des partis qui avaient soutenu le génocide, pour décider de comment on peut faire un consensus sur un minimum sur les intérêts de la nation, les intérêts du peuple rwandais. Ce n'est pas le modèle de démocratie occidentale. Maintenant, je dirais que le modèle de démocratie occidentale qu'on voit en ce moment en Europe est tellement dévoyé et tellement en lambeaux que je trouve que donner des critiques à un pauvre petit pays qui a la taille du Liechtenstein, auquel on accorde un intérêt absolument phénoménal, me semble
laissons-les en paix, tenter de leur chemin. Mariama Malagardis, pour avancer un petit peu sur notre discussion, pour ce qui est du bilan économique de Paul Kagame, on sait que c'est principalement ce que les gens apprécient. Le redressement économique du pays a été assez spectaculaire depuis 20 ans, avec un PIB notamment multiplié par 6 entre 2000 et 2022. L'espérance de vie est également passée de 47 à 67 ans. La mortalité infantile a également baissé, donc avec des effets, disons, sociaux Divisé par à 5. cette croissance économique. Quelles ont été les clés de ce redressement salué par une grande partie? Mais je pense que c'est justement, tout est lié. C'est une volonté politique, une espèce d'abnégation, un chemin un peu utopique, certainement, de décider, parce que vous parlez de l'économie, mais il y a eu aussi la justice. Le génocide rwandais au Rwanda a la particularité d'avoir été un génocide, entre guillemets, populaire. C'est-à-dire qu'on n'avait pas uniquement des Einsatzgruppen, on avait une participation massive d'une population dont on avait lavé le cerveau depuis 30 ans. Donc comment on fait quand, à la fin du carnage, on se retrouve avec 130 000 prisonniers, mais en gros 2 millions de dossiers de gens impliqués. Et donc Kagame, comme souvent dans les structures de développement et de développement social et économique, a tenté de ressusciter des choses qui venaient du Rwanda précolonial. Donc là, il y a eu les Gachacha. Leur bilan est pas forcément idéal. D'ailleurs, lui-même a dit il y a eu des imperfections, mais la justice ne laisse jamais tout le monde. Mais néanmoins, on a permis de solder ce trop-plein de coupables, sachant que le Rwanda a la particularité unique dans l'histoire contemporaine d'obliger les bourreaux et les victimes à cohabiter. Si vous voulez, quand il y a eu la Shoah, les Juifs sont partis d'Allemagne, ils ont quitté, ils sont sortis d'Auschwitz, ils sont partis. Quand il y a eu le génocide arménien, les Arméniens ne sont pas restés en Turquie. Au Rwanda, on est dans un pays qui a la taille de la Bretagne et on a les nazis et les Juifs qui cohabitent. Pour revenir sur la situation socio-économique du pays, et ce sera ma dernière question, la pauvreté a aussi fortement reculé ces 20 dernières années. Néanmoins, les inégalités restent extrêmement fortes. Oui, bien sûr, ça reste quand même un pays d'Afrique sous-développé. On a bien sûr encore beaucoup de défis à répondre, auxquels il faut répondre, mais et bien sûr, quand on arrive à Kigali, on est un peu impressionné parce que dans ce pays, encore il faut le rappeler, c'est un développement unique dans le monde en 30 ans. C'est-à-dire qu'en 94, le pays était à terre, il n'y avait rien. Plus personne, des ruines, des charniers à ciel ouvert. Et aujourd'hui, vous arrivez à Kigali, vous avez un peu l'impression d'être à Singapour. Alors vous sortez dans la campagne, dans les zones rurales, évidemment, vous trouvez des scènes plus classiques du sous-développement africain. Mais malgré tout, tout le monde au Rwanda a la couverture universelle. Les familles les plus pauvres ont toutes reçu une vache. Les femmes des familles délaissées ont des subventions. Il y a tout un système de coopératives qui a été mis en place et qui d'ailleurs conduit à la décentralisation de l'État, qui est beaucoup moins pyramidale que ce qu'on peut penser et qui incite en fait les gens à prendre leur destin en marche. Et en réalité, le succès de Kagame qu'on ne peut pas nier, la popularité qu'on peut pas nier, c'est que effectivement, il a changé la vie des gens. Dans les campagnes, c'est pas parfait. Dans les zones, dans les villes de province, c'est pas parfait. Mais la situation est certainement meilleure qu'est-ce qu'elle était même avant 94. Merci beaucoup Maria Malagardis d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous sur France 24. Prochain point complet sur l'actualité internationale dans quelques minutes.